Bonsoir et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a participé à la cérémonie d'investiture du président élu Alpha Condé du Guinée. Dans l'actualité internationale, et bien pour l'investiture de Joe Biden à l'ombre de la pandémie, la foule sera limitée. Bonsoir à tous et nous allons à Conakry en ce début de journal où le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a assisté à la cérémonie de prestation de serment du professeur Alpha Condé. Bien avant l'ouverture de la cérémonie de prestation de serment, le Premier ministre a participé à une rencontre informelle avec le président Alpha Condé, à ses côtés son épouse et en présence de nombreux chefs d'État africains venus pour l'occasion, tels que le président burkinabé, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le maléen Bahadao et le Sierra-Léonais Julius Madabio, le libérien George Weah, l'éthiopienne Sahel Work Zewde, le comorien, le tongolais, le ghanéen, et également le mauricien Mohamed Ould Ghazani et le tchadien Idriss Déby Itno. Une foule nombreuse a participé à la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé pour diriger la Guinée durant les 6 prochaines années, devenant ainsi le premier président de la 4e République de Guinée. Restant toujours à Conakry où le Premier ministre a participé à la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé. La Cour constitutionnelle s'est réunie pour une séance solennelle en présence de dizaines de chefs d'État, de premiers ministres, de chefs de délégation de pays amis, de l'Afrique et de pays arabes et européens. Des corps constitués de la République de Guinée, des représentants des organisations régionales et internationales, à l'instar des pays amis, le Premier ministre Abdelkader Kamel a représenté le chef de l'État à cette cérémonie de prestation de serment du professeur Condé qui sera installé à la magistrature suprême de son pays officiellement le 21 décembre selon une annonce faite par le président de la Cour constitutionnelle Amadou Lamine. Le Premier ministre a représenté le président de la République à la cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée au palais Mohamed V de Conakry et il était accompagné de notre ambassadeur de Guinée et avec résidence au Maroc et son chef de cabinet Ali Sillay. L'ambiance populaire était joyeuse et festive. Pour cette occasion, je propose de suivre. Moi, Alpha Condé, président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, en cas de parjure, que le service des lois, la rigueur de la loi. Merci, Monsieur le Président de la République. La Cour donne acte à Monsieur le greffier à sa lecture du rôle d'audience
M. Asuman Sako, en son rapport, en application de l'article 48 de la Constitution, la Cour reçoit votre serment et vous installera dans vos fonctions le lundi 21 décembre 2020, conformément à l'article 47 de la Constitution. Monsieur le Président de la République, veuillez rejoindre votre place. Eh bien, cette cérémonie de prestation de serment était dirigée par le président de la Cour constitutionnelle, M. Lamine, et qui a nommé donc, le professeur Kandé a été nommé président pour 6 ans devant la Cour constitutionnelle de Guinée, présidée par Hamadou Lamine, qui avait proclamé la victoire du président Alpha Condé face à 11 candidats dès le premier tour de l'élection présidentielle. La cérémonie de prestation était dirigée par le président de la Cour constitutionnelle, assisté des membres de la Cour, dont le procureur et les greffiers. Le président Alpha Condé était convoqué devant la Cour, suivi de la lecture du procès verbal de la Cour sur la victoire du président Condé avec un score confortable devant 11 candidats dès le premier tour. Ensuite, le président Alpha Condé s'est vu remettre le collier de grand maître de l'ordre national. Puis le président, professeur Alpha Condé, a fait une intervention remarquable à cette occasion. Et après avoir participé à la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé au palais Mohamed V de Conakry, le premier ministre Abdelkader Kamil a rencontré une délégation d'étudiants qui sont à Conakry. Lors de leur échange, ils ont soulevé plusieurs points dont la reconnaissance des diplômes, les visas pour l'entrée en Guinée et ont transmis d'autres doléances urgentes, notamment pour finaliser leur cursus universitaire. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a encouragé les jeunes étudiants djiboutiens à persévérer afin de finaliser leur formation universitaire et a promis de les soutenir par le biais de notre ambassade basée au Maroc. Il a par ailleurs félicité les étudiants pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dès son arrivée à Conakry, à l'hôtel Kaloum, avec le drapeau djiboutien, un acte patriotique, a-t-il dit, très remarqué par la délégation djiboutienne qui a apprécié ce geste patriotique des jeunes djiboutiens qui ont facilité le séjour de la délégation en proposant leur service bénévolement. Les étudiants ont remercié le Premier ministre Abdelkader Kamil de les avoir reçus lors de sa visite et ont affirmé leur soutien et solidarité avec la mobilisation de la jeunesse djiboutienne sur l'ensemble du pays.
Retour à Djibouti où le ministère de la Justice chargé des affaires pénitentiaires et des droits de l'homme, en collaboration avec le PNUD de l'Union européenne, ont organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie pour le lancement officiel du programme d'appui au secteur de la justice dans notre pays. Eh bien, a été présent à cette occasion le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, Madame Moumina Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, le président de la CNDH, Seleban Omar Oudin, des parlementaires, Madame Barbara Menzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, Madame Fatima El-Cher, représentante du PNUD à Djibouti, Fabrice Basile, premier conseiller de l'Union européenne à Djibouti, ainsi que d'autres représentants, officiers et magistrats des différentes autorités. Financé par l'Union européenne, le but de ce nouveau projet est de promouvoir l'état de droit au niveau régional et international. Officiel du programme d'appui au secteur de la justice en République de Djibouti. Elle est l'occasion de rappeler à nouveau l'engagement fort et continu de l'Union européenne en faveur du secteur de la justice à Djibouti. Je tiens à remercier, au nom de l'Union européenne, le ministre de la Justice, le secrétaire général du ministère, tout le personnel de l'administration djiboutienne et l'équipe du PNUD pour l'excellent travail conjoint et l'organisation de ce lancement. Je relève avec satisfaction l'esprit d'ouverture qui a prévalu et a permis d'examiner avec franchise et transparence les besoins du secteur. L'Union européenne ne peut que se réjouir de l'engagement de nos partenaires djiboutiens qui nous a conduits à élaborer un projet de soutien au secteur de la justice qui se distinguera par sa pertinence, sa cohérence, son réalisme et son approche innovante. Et dans son intervention, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, a fait une présentation sur la portée de ce projet et les résultats attendus. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer cette cérémonie d'appui à la justice en République de Djibouti. Un projet financé par le Fonds européen de développement, 11e FED. Ce projet est un projet décisif pour la poursuite de l'objectif fixé à l'issue des États généraux de la justice tenus en janvier 2000. Celui d'une justice équitable, une justice crédible, une justice accessible aux justiciables. Ceci contribue à la paix sociale et au développement de notre pays. Cet appui s'inscrit également en droite ligne de la politique de modernisation de la justice prônée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Merguele. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer l'accompagnement constant de la délégation de l'Union européenne, de la direction du financement extérieur du ministère de l'économie et des finances, ainsi que le bureau du programme des Nations Unies pour le développement à Djibouti, dans la concrétisation des étapes permettant de lancer aujourd'hui les activités du projet. Le choix du PNUD pour nous accompagner dans l'exécution de cette activité n'est pas anodin, puisqu'il s'agit du partenaire auquel nous lie la plus longue période de collaboration. Il est aussi ce partenaire qui engage des capacités de gestion et d'organisation éprouvées aux quatre coins du monde à la réalisation des activités qui encouragent la protection des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, si le projet qui vise à renforcer l'état de droit et les droits de l'homme dans notre pays s'inscrit dans l'axe de la SCAP et de la vision 2035, intitulée Gouvernance publique et renforcement de la capacité, le dessin, comme je viens de vous le préciser, n'est pas nouveau. Les 20 années écoulées depuis les États généraux de la justice auront vu se concrétiser de nombreuses activités procédant des feuilles de route tracées par le président de la République en début de chaque mandat. Des actions qui témoignent de la priorité sans cesse accordée à la justice. La longue liste des réalisations et leur genèse ne peut être exposée ici, faute de temps, mais permettez-moi d'en citer les plus importantes.
Dans l'actualité également, la commission des finances de l'économie générale et du plan, présidée par Charmak Moussaaré, a entamé aujourd'hui les auditions des départements ministériels pour, d'une part, s'enquérir quant aux prévisions des crédits alloués et des modalités de gestion de ces ressources, et ce en présence des membres de la commission des finances, des parlementaires non membres, le ministre de l'énergie Younis Ali Guedi, le ministre de l'éducation nationale Moussa Mohamed Mahmoud, le ministre du budget Abdelkarim Adencher, appuyés par des hauts responsables des 10 départements, ont apporté leur éclairage détaillé sur les projets et programmes relevant de leur ministère en cette année post-crise Covid. La commission auditionnera les autres départements ministériels dans les prochains jours. Dans l'actualité également, le comité de pilotage des projets de développement intégré de BIS financés par l'AFD se sont réunis ce matin pour faire le point sur l'état d'avancement de ces projets relatifs. Donc, il s'agit du boulevard Assoma. Il s'agit d'un projet de 13 millions d'euros qui intègre la voirie, les CDC, les galeries marchandes, les brigades de gendarmerie, des aires de jeu, entre autres, et d'une étude de restructuration. À cet effet, 250 jeunes sont en cours de formation en électricité et autres, et la plupart insérés dans les chantiers de 250 ménages vont bénéficier de branchements sociaux de l'ONEAD. 17 associations ont bénéficié de ce financement dans le cadre de ce projet. À ce projet, ce n'est pas un nous de majesté, c'est le nous de l'équipe de France, de l'ambassade, de l'Agence française de développement, des autres structures de l'ambassade. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas dans le fond tellement de projets qui permettent de changer la vie des gens. Et qu'à Balbala, nous savons qu'il y a des défis sociaux très importants, et nous sommes contents de pouvoir contribuer aux côtés des partenaires djiboutiens à faciliter un petit peu la vie des gens. Alors, bon, il faut qu'on puisse travailler ensemble pour que les jeunes puissent bénéficier de conditions de sport et pour qu'ils puissent s'entraîner. Nous sommes extrêmement actifs en matière de coopération décentralisée. Nous suivons cela de très près. L'agence a un projet directement avec la mairie de Djibouti, avec les 3 communes de Djibouti, mais nous sommes également en train de lancer un partenariat entre la région sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Marseille, Nice, Toulon, Avignon et la République de Djibouti. Suivant cette fois le mot du secrétaire général du ministère des Finances. Pour le gouvernement, dans le cadre de notre vision 2035, c'est un travail difficile, mais ça doit vraiment impliquer tout le monde. Donc à juste titre encore, vous avez parlé de la coordination, chose qui est importante. Sans coordination, je crois que rien n'avancera. Chacun est bon, mais si on cumule nos compétences, si on met en synergie nos compétences, je crois qu'on arrivera à des résultats beaucoup plus importants que ce qu'on avait espéré ou on avait escompté. La ministre de l'Habitat s'est également exprimée à cette occasion, suivant un extrait de son intervention. Un projet qui est complexe. Le terrain aussi est difficile parce que les gens sont déjà installés, donc il y a des déplacements sûrement de population qui vont arriver, soit des reculs des façades des maisons, soit donc des gens qui vont être relogés. Nous avons d'ores et déjà donc assuré le maître d'ouvrage délégué et donc l'ensemble des partenaires que le ministère du Logement, grâce à travers le programme Zéro Bidonville aussi, va pouvoir reloger et donc réinstaller les populations qui vont être affectées par le projet. Nous travaillons de pair donc avec le ministère des Affaires sociales donc sur toute la dynamique qui consiste à donc reloger et donc assurer un meilleur une sécurité foncière aussi pour les ménages, tous les ménages, parce qu'il faut oublier, le directeur des domaines est là aussi. Grâce à ce plan de restructuration, les familles vont pouvoir enfin accéder à la propriété foncière et acquérir une sécurité foncière. Donc c'est un projet quand même, un programme qui est assez complet, qui va demander la collaboration de tout le monde. Je réitère encore ce que je disais lors du précédent comité de pilotage.
sans la coordination et sans la participation de tout le monde, les activités qui vous ont été présentées ne pourront être réalisées. Que tout le monde soit là et que chacun donc, fasse sa part du travail. Et je pense qu'on peut arriver à la fin des travaux à un résultat qui va être à la hauteur des attentes, que ce soit du côté donc, de tous les partenaires et de toutes les institutions que vous représentez, mais aussi et surtout pour les populations qui sont dans cette zone-là, qui est aujourd'hui une des zones qui est la moins desservie en termes de réseau et d'infrastructures dans la ville de Djibouti. Un atelier de formation de 3 jours au management et leadership est destiné aux acteurs de la décentralisation et organisé depuis hier 15 et se poursuivra jusqu'à demain 17 décembre à l'Institut français de Djibouti dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et au développement local. Financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'agence d'exécution Expertise France, cette formation qui porte sur le volet de renforcement des capacités est destinée au cadre du secrétariat d'État chargé de la décentralisation aux 5 secrétaires généraux, des conseillers régionaux, aux maires ou son adjoint, aux secrétaires généraux de la mairie ainsi que les présidents des communes. Il est attendu qu'à l'issue de ces 3 jours de formation, les participants soient capables de définir et comprendre qu'est-ce que le leadership, d'appréhender les différents rôles, valeurs de responsabilité et prise de décision chez un leader. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre le mot du secrétaire général à la décentralisation. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole afin d'ouvrir cette session de formation sur le leadership et management qui se tient du 15 au 17 décembre 2020 au sein de l'Institut français d'Arthur Rimbaud. Comme vous le savez, cette formation s'inscrit dans la mise en œuvre de renforcement des capacités des acteurs institutionnels de la décentralisation prévue par la composante 3 du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales destiné à l'appui à la conduite et au pilotage global de la réforme de la décentralisation. Une quinzaine de participants, composés des responsables du département chargé de la décentralisation, des dirigeants des conseils régionaux et des secrétaires généraux des régions, vont donc pouvoir participer à cette formation durant 3 jours. Pour rappeler les objectifs pédagogiques de cette formation, à la fin du module, les participants devront être capables d'expliquer les leaderships et les managements, de décrire les principes des qualités du leadership et du management, définir des missions. Dans le cadre de la lutte multiforme contre le paludisme, le président de la commune de Boulos, M. Mohamed Omar, et le directeur de l'INSPD, Dr Farhan Mohamed, ont conjointement lancé des activités de lutte antivectorielle et de destruction des gîtes larvaires dans la commune de Boulos. À cet effet, les équipes de l'INSPD ont mené une campagne de lutte antivectorielle, notamment à travers la pulvérisation spatiale dans ces quartiers dotés de nouveaux véhicules à canon pulvérisateur. Par ailleurs, ces actions de lutte contre les moustiques et la pulvérisation, cette pulvérisation spéciale, sont appuyées par les agents de la santé communautaire issus de ces quartiers et par une équipe d'entomologistes. Consiste à des destructions de gîtes larvaires et des traitements des fosses septiques et des latrines. Et ces activités aussi vont accompagner tout ce qui est désinfection contre les ordures ou bien les surfaces pour éviter la prolifération des mouches et les autres vecteurs. Nous remercions à la commune de Boulos et en principe par le président de la commune de Boulos et tous les chefs
des quartiers et les élus locaux de cette commune qui nous ont très bien accueillis et qui travaillent avec nous jour et nuit. Nous demandons aussi à la population à travers la commune de nous accueillir et partager avec nous cette lutte pour embellir notre ville Djibouti qui vraiment est une priorité au niveau national. Nous remercions notre ministre de la Santé, le ministère de la Santé et le gouvernement et nous remercions aussi au président de la République de Djibouti pour tous les appuis continuels et qui nous permet aussi de poursuivre à notre lutte contre ces vecteurs-là. Dans l'actualité également, le ministère de la Femme et de la Famille a procédé ce matin à l'UNFD à la clôture d'une session de sensibilisation, de formation qui a duré 3 jours au profit des membres des conseils de quartier sur la création de mutuelles communautaires de développement. L'objectif de l'événement était entre autres de faire comprendre le modèle de mutuelle communautaire et de développement. Force est de constater que les présidents des conseils ont présenté et expliqué d'emblée le fonctionnement et énoncé des motivations dans les différents quartiers donnés. Vise à renforcer les capacités des membres des conseils de quartier de manière à ce qu'ils puissent mieux s'organiser, éventuellement à créer des caisses de microcrédit et des caisses de santé communautaires et aussi des commissions pour mieux intervenir dans les différents quartiers. Cela permettra de prendre en charge de façon participative certaines actions, en l'occurrence les questions liées à la santé, les questions liées à la création de l'emploi des jeunes et des femmes, la question également de l'assainissement, la question également des entretiens des infrastructures collectives, toute chose qui va aller dans le cadre du développement local à la base. Et nous allons à Dikil dans le cadre du programme d'appui aux agroéleveurs de la région. La sous-direction régionale de l'agriculture en collaboration avec la préfecture ont procédé à la distribution de blé hier matin à la préfecture. À ce propos, plus de 1500 sacs destinés aux éleveurs agropastoraux victimes de l'invasion de criquets pèlerins du mois passé étaient présents et également lors de cette donation. Le préfet adjoint, M. Fouad Aboubakar, le sous-directeur régional du ministère de l'Agriculture, Ali Mohamed, le coordinateur régional de la FAO à Dikil, ainsi que les représentants des différentes coopératives. Avec la préfecture et sous direction régionale du ministère de l'Agriculture, la FAO a octroyé 1500 sacs de sang de bleu pour les agro-éleveurs de la région de Dakhel pour soutenir les éleveurs qui ont été touchés par le grand invasion des criquets pèlerins qui est passé ce dernier temps. La FAO, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, n'a aménagé aucun effort pour soutenir les agro-éleveurs de la région de Dikil. Et on remercie encore pour le soutien. Et ce message de condoléances suite au décès de Hussein Hamed Ahmed, connu sous le nom de commandant, décédé dans la soirée de dimanche à Bisidro, le sultan de Rayeta, Abdelkader Daoud, par le nom du représentant de Dardar à Dobok, Ado Daoud, adresse leurs condoléances à la famille du défunt. Dans son message de condoléances, le sultan de Raïto appelle que le défunt était un sage, connu et admiré sur tout le territoire djiboutien et au-delà pour son combat pour la liberté et son patriotisme. Il a été rappelé à Dieu, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale et en ce qui concerne l'élection américaine pour l'investiture de Joe Biden à l'ombre de la pandémie du Covid-19, eh bien le comité d'organisation de l'investiture du futur président américain Joe Biden a averti mardi que la possibilité d'assister en personne à cette cérémonie le 20 janvier serait extrêmement limitée pour le public afin de lutter contre la pandémie du coronavirus. La présence à la cérémonie sera extrêmement limitée et la parade qui suivra sera réimaginée, a prévenu le comité, appelant le public à éviter de se rendre à Washington. Cette cérémonie très attendue se déroule normalement sur les marches du Congrès devant la pelouse du National Mall tous les 4 ans. Des
des centaines de milliers de spectateurs se pressent devant la capitale américaine pour y assister. Mais la cérémonie se déroulera cette année dans l'ombre de l'épidémie du coronavirus qui a fait déjà plus de 300 000 morts aux États-Unis, où des records de contamination sont enregistrés chaque jour. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.